C'était Toinette qu'il avait aimé. Il pouvait dire « aimer ». Mais c'était d'une autre femme, d'une Souillon d'Hôtel, qu'il avait eu ce fils, cet Amédée. Ça s'était passé l'année même de la catastrophe, quelques mois après la rupture avec Toinette, à Paris, où, sous prétexte de préparer sa thèse sur Turnier, il s'était réfugié. Année à tous égards mémorable. Il n'avait pas cessé de faire la noce, buvant ferme, dépensant sans compter, entretenant des femmes, perdant au poker une bonne partie de son avoir, et pleurant de douleur et de rage sous ses couvertures quand il était seul le soir et qu'il pensait à Toinette. Et il avait fallu que ce fût précisément cette année-là, alors qu'il avait à satiété, en les payant, bien entendu, tant de jolies femmes, qu'il fit un enfant à cette petite blonde fadasse. Elle allait et venait dans la chambre, essuyait les meubles, refaisait le lit, ne parlait pas, souriait à peine. On ne savait pas d'où elle venait, si elle avait eu une vie, et il ne s'était guère soucié d'en rien savoir. Une Souillon. Pourquoi avait-il fallu que ce jour-là il fît si chaud et qu'elle vînt faire la chambre à peine vêtue d'une blouse sur sa chemise? Encore la blouse était-elle à demi dégrafée? Elle avait dû le faire exprès, la salope. En tout cas, elle n'avait pas résisté. Elle s'était laissée prendre docilement et rejetée de même. Dès lors, il l'avait prise et renvoyée à sa fantaisie, jeu cruel où pour une fois il avait eu affaire à plus faible que lui. Mais il l'avait toujours traitée avec douceur, même le jour où elle était venue lui annoncer qu'elle était enceinte. Il lui avait donné de l'argent pour lui permettre au moins d'accoucher proprement, et plus tard, il avait reconnu l'enfant. Amédée portait son nom. Elle ne demandait rien. Après, comme avant, elle était toujours aussi docile et soumise à son destin, comme si rien de ce qui lui arrivait n'avait pu l'arracher à un rêve indolent, pas même la maternité. Et ce fut spontanément, au moment de quitter Paris, qu'il lui avait promis de lui envoyer chaque mois une pension. Il avait tenu parole pendant les 4 premières années, ne se souciant pas autrement d'avoir des nouvelles de son fils. Mais au bout de ce temps, il s'était mis en tête que peut-être cet enfant n'était pas de lui, qu'il avait été encore une fois dupé, roulé comme un pauvre imbécile, et que cette Souillon qu'il avait crue si bête avait eu au moins l'esprit de choisir dans la foule de ses amants le plus jobard, c'est-à-dire lui. Moi. Ayant acquis la conviction morale que depuis 4 ans il était victime d'une escroquerie, façon de voir qui, par ailleurs, satisfaisait son avarice, il avait supprimé les envois d'argent. Nulle plainte. La Souillon ne sembla même pas s'apercevoir que l'argent ne venait plus, et pourtant il eût été si facile de reguimber, puisqu'il avait commis l'impardonnable sottise de légitimer cet enfant de 36 pères. Là-dessus, un long silence s'était fait, mais pas l'oubli. La guerre venue, Cripure avait fait le calcul que l'enfant de la Souillon devait être en âge d'aller se faire tuer, et il avait voulu le retrouver. Des lettres expédiées à d'anciennes adresses lui revinrent. Il écrivit au maire de la petite commune où l'enfant avait grandi. Amédée était mobilisé au front depuis 1 an déjà. Une correspondance s'était engagée et il avait été convenu qu'Amédée viendrait voir son père à sa prochaine permission. Nous dirons que c'est un neveu. Maya était d'accord. Quelle scène ridicule à l'arrivée, ce sanglot nerveux qui lui avait serré la gorge à la vue du jeune homme, et cette façon romanesque dont il lui avait ouvert les bras en s'écriant « Embrasse-moi, je suis ton père !» Est-ce que la scène de la séparation serait aussi grotesque ? Il le redoutait d'autant plus que le séjour d'Amédée chez lui avait été, tout compte fait, une erreur, une petite éponge de fiel. Il ne se sentait pas tellement coupable envers Amédée et la Souillon. Cette histoire pouvait bien être quelque part indifférente, et il n'avait garde d'oublier qu'Amédée n'était peut-être pas son fils. Qu'il le fût ou non, il lui restait étranger. Ses manières lourdes y étaient bien pour quelque chose, ses bruits de pied chaque matin, cette pipe que Cripure n'osait lui interdire, bien qu'elle lui causât d'exaspérantes migraines, son manque évident d'éducation qu'il n'eût pas songé à reprocher à un autre et dont il était responsable. Ce garçon gentil, mais quelconque, était aux yeux de Cripure la vivante illustration d'un destin dérisoire. La présence d'Amédée lui rappelait plus cruellement que jamais le temps où tout s'était brisé une fois pour toutes, où il avait fallu pour jamais s'arracher à Toinette.
Il avait perdu Toinette, et aujourd'hui, après tant d'années, ce fils inconnu et banal surgissait d'un autre bout du monde, tombé d'un astre, comme un fragment du destin d'un autre confondu par erreur avec le sien. On frappa, doucement. Cripure bougea à peine, hérissé cependant comme un animal en arrêt. Il souleva une paupière, geste imperceptible, tout juste suffisant pour lui permettre d'entrevoir Amédée, comme un comparse peut être récusable de la farce. « Vous dormez, mon père ?» Pas de réponse. Ça irait plus vite comme ça. La porte en effet se referma aussi doucement qu'elle s'était ouverte. Un instant plus tard, Amédée était dehors et passait, ombre chinoise, devant les persiennes de Cripure. Fort bien. Tranquille pour une heure sur ce divan. N'était-ce pas là qu'il était le mieux pour souffrir ? Il avait cru que ça passerait, que ce n'était qu'une crise comme tant d'autres fois. Mais non, au contraire, plus ça allait, plus il se heurtait à cette douleur qu'il avait cru épuisée et qui avait encore tant de révélations à lui faire. Des mots, que disaient les autres, des chansons venaient comme des flèches marquer des points qu'il avait cru oublier sur les étendues du souvenir. Ce temps-là était resté en lui comme une période autonome. Le souvenir avait sa vie propre, multiple. Il y avait eu plusieurs Toinettes, toutes passionnément aimées à travers des cascades imprévisibles de souvenirs, et de souvenirs, toutes avec ce même sourire silencieux. L'amour, c'était la fatalité de ce sourire qui, espérait-il, l'accompagnerait jusqu'au bout, bien que l'angoisse ne lui fût pas épargnée de penser qu'un jour tout lui deviendrait non seulement indifférent, mais nul, qu'il ne lui resterait plus de son amour que la honte de ne plus aimer. Il prévoyait cela, comme il avait toujours tout prévu. Car tout ce qui était arrivé, il l'avait prévu dès le moment où il s'était mis à penser sérieusement au mariage, c'est-à-dire qu'il l'avait voulu, non évidemment de propos délibérés, peut-on préméditer sa propre perte, mais dans la mesure où, pensait-il, nos destins, pour s'accomplir, réclament notre collaboration acharnée, où opère la fatalité des caractères. Il avait voulu, dès le premier instant, que Toinette le trompât, et il avait tout fait pour cela, bien qu'il prétendît le contraire. Du moins, avait-il tout fait pour le croire. Mais sur Toinette, silence. De Toinette, pas un mot à quiconque. C'était au point qu'il avait voulu faire croire à Maïa que le grand portrait de Toinette accroché dans son bureau était celui d'une tante, au sujet de laquelle il s'était donné le mal d'inventer toute une histoire, en pure perte d'ailleurs, Maïa sachant fort bien à quoi s'en tenir. Cette image unique sur les murs de la maison, à l'exception dans la cuisine d'un portrait en couleur du président Fallières, que Maïa avait extrait du Petit Journal illustré, c'était un agrandissement que Cripure avait fait faire d'après une photo d'amateur retrouvée dans son portefeuille, la seule qu'il possédât de Toinette. Les autres, celles du mariage, toutes les nombreuses photos faites dans la première année, il avait fallu les abandonner avec les papiers, les livres, les souvenirs et le reste. Il n'avait dû qu'à l'habitude prise depuis les fiançailles de ne jamais se séparer d'une photo de Toinette, comme un collégien, de sauver au moins du désastre cette petite image d'un sourire. Toinette y était représentée en buste, sans chapeau, les cheveux assez en désordre. La photo avait été prise par lui-même quelques jours à peine avant le mariage, au cours d'une promenade dans un bois. Il aurait pu dire le jour, mais l'heure, la photo elle-même s'en chargeait. Toinette portait accrochée à la dentelle de son corsage une petite montre en or qu'il lui avait offerte le matin même. Peut-être était-ce à cause de cette montre qu'il osait si peu souvent lever les yeux vers ce portrait. La présence de cette montre avait fini par lui devenir intolérable, symbole romanesque, mauvaise fleur de rhétorique, comme si le destin de l'homme ne s'exprimait pas aussi par des symboles romanesques et de mauvaises fleurs de rhétorique. Quoi qu'il en soit, il n'y avait pas à dire ni à vouloir le contraire. La montre était là, blanche et noire parmi la dentelle, avec son cadran figé, scellé comme une dalle, le cadran de ces fameuses montres qui se sont arrêtées pour toujours à l'heure de l'accident et de la mort. 3h20. À cette heure-là, ce jour-là, il était occupé à faire de la photo, comme un garçon coiffeur en bonne fortune avec une midinette, comme le dernier des petits bourgeois qu'il était, le dernier, dans tous les sens du mot, idiot.
Ce jour-là, comme tous les autres jours de la vie, il avait lâché la proie pour l'ombre. Et la montre était là, avec les 2 traits aveugles de ses aiguilles pour lui rappeler éternellement l'heure. L'instant sans doute le plus banal de sa vie, celui où un monsieur s'affaire autour d'un Kodak et prononce gravement l'ordre de ne plus bouger. Le sourire de Toinette semblait ignorer la présence de cette montre. Mais comme on ignore la présence de la mort en train de fondre sur vous seul qui ne savez pas devant tous les autres qui assistent, qui voient, et ne peuvent rien. Tout était joué. Et quel nom donnerait-on au hasard, après le hasard ? Maïa reparut. Fallait-il lui préparer ses belles nippes ? Hein ? Tira-t-il à leur fête, ce tantôt ? Il répondit avec un froncement excédé des sourcils, mais d'une voix étonnamment douce après les injures de tout à l'heure. Leur fête ? Elle crut qu'il l'interrogeait. Il devait pourtant mieux savoir qu'elle. La décoration à la femme, au député Forel ? Ben, t'y es pu ? Elle attendait, debout dans la porte. Je sais. Il ajouta dans un murmure pour lui-même. Cochonnerie. Le général, l'évêque, le préfet, le maire, enfin quoi. Toute la ménagerie y serait. Tira-t-il ? Il fit une moue, se frotta les tempes du bout des doigts, remit son binocle en place. Un tic. N'est-ce pas, Maïa ? Il faut bien. Faut le dire alors. Si tu vas à leur flafla, vaudrait mieux t'habiller de ce matin, ça serait fait, hein ? Comme tu voudras. Puis comme ça, tu serais sûr d'être pas en retard pour aller conduire Amédée au train, hein ? Bon. Bon quoi ? Bon oui ou bon non ? Bon oui. Alors faut le dire. Mais rien de presse. Ah, Maïa, dis-moi l'heure. 9h. Rien ne... C'est-à-dire j'ai cours à 11h. Alors, que je cause, causeras-tu ? Je te prépare-t-il tes belles nippes ? Mais oui, Maïa. Il sortirait même assez tôt. Il passerait à la banque. Peut-être chez Maître Point, son notaire. Mais ça, c'était ses oignons. Il n'en parla pas. Elle ouvrit son armoire, dans un carton à chapeau étaient serrées la robe et la toque de cripure, son habit de Jacot, disait-elle, et elle en tira les belles nippes de son homme. Sa requimpette, son pantalon et son gilet. Tout était soigneusement rangé, préservé dans de la naphtaline. L'odeur s'en répandit, une odeur qu'il détestait, qui lui rappelait il ne savait quoi de familial et de triste. « Oh, quelle corvée !»« Mais t'es pas forcé, hein ?» Pauvre Maïa, elle ne se rendait pas compte. Bien sûr, on ne viendrait pas le prendre par la main pour le traîner de force à cette fête, on lui enverrait pas les gendarmes. Mais les salauds, il les connaissait par cœur. Dangereuses racailles, toujours prêts à se venger. Et sans parler de vengeance, toujours prêts à faire du mal. Pour le plaisir. Elle serait bien avancée le jour où ces ganaches-là, tous francs-maçons, bien entendu, leur auraient fait déplacer d'office, filer, virer à l'autre bout de la France avec le pied au cul. Est-ce que ses intérêts n'étaient pas ici ? Les maisons, la petite villa... Bah, tu les connais pas, hein ? Oh, ils me font point peur, à moi, que si j'étais au lieu de toi, ils seraient domptés. À quoi bon répondre ? Elle ne comprenait rien à rien. Elle brossait les belles nippes. Un fer chauffé sur le feu. Tout à l'heure, elle donnerait un coup à la chemise, à la cravate. Quant au pli du pantalon, c'était même pas la peine d'y penser, avec de pareils guiboles.